victoire. Nous faisons le point de la compétition dans cette grande séquence d'informations. Voilà pour l'essentiel. Merci d'avoir choisi le meilleur couloir de l'information. Parlant justement de l'information, je vous amène du côté de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, où Monseigneur Samuel Cléda, le président de cette conférence, a donné un point de presse ce jour à Yaoundé. De manière substantielle, on retiendra que l'Église catholique maintient sa position sur l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, évêque de Bafia. Notre reporter Olivier Ebodé a suivi de bout en bout cette conférence de presse, son compte rendu. Compte tenu des premiers constats, nous, évêques du Cameroun, affirmons que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala ne s'est pas suicidé, il a été assassiné. La même position reste maintenue par l'épiscopat camerounais, malgré le caractère sensible du sujet. Les évêques du Cameroun, au nom desquels je parle, maintiennent leur position, c'est-à-dire ce qu'ils ont donné dans leur déclaration. Cette autre sortie de la conférence épiscopale nationale, laquelle va à l'encontre du communiqué du procureur général près la cour d'appel du centre, Jean-Fils Clében Tamac, rendu public le 4 juillet dernier, est ce qui justifie la forte présence des hommes et femmes de médias au point de presse, tenus en prélude aux travaux de la 11e assemblée plénière des évêques des 6 pays de l'Afrique centrale, dont l'ouverture officielle est prévue pour le lundi 10 juillet prochain. À la question de savoir si les évêques ont réceptionné la dépouille de l'évêque de Bafia, la réponse est laconique. Un corps ne disparaît pas. L'inhumation, quant à elle, reste un mystère, à en juger cette attitude du président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, et non mon président en exercice de la CERAC depuis juillet 2014. Rappelons que les travaux qui s'ouvrent lundi prochain, en présence du légat du Saint-Siège, tableront sur l'œcuménisme et le dialogue interreligieux en Afrique centrale. Cela reste donc une histoire à suivre. La suite de ce 20h, c'est avec la célébration au niveau de l'église catholique, les béatitudes. Cela s'est déroulé ce samedi du côté de Mvoko-Beti. La messe pontificale a été dite par l'évêque de Dobala. On retiendra également que plusieurs chrétiens ont reçu des sacrements de confirmation. Une messe pontificale qui a connu la participation de bon nombre de fidèles, bon nombre de chrétiens, bon nombre d'autorités traditionnelles. Des fonds ont également été récoltés pour la circonstance. Question de construire une nouvelle église. Sandrine Manza. C'est à l'image de Jésus sur la montagne que le peuple de Dieu, rassemblé ici dans ces communautés du 13e cœur de Jésus, est entré à la rencontre de Jésus par sa parole. Voici celui qui vient au nom du Seigneur. Monseigneur Sosemio Paul Baemi, évêque d'Obala et coordonnateur national du renouveau charismatique catholique du Cameroun, qui est un mouvement de réveil spirituel tourné vers l'expérience personnelle avec Dieu à travers le Saint-Esprit. Le prélat est venu communier avec les siens. Au cours de son homélie, l'homme de Dieu s'est inspiré des textes du jour qui parlent de la tendresse de Dieu. Jésus comme sentiment de paix et de bonheur que Dieu a pour l'homme. Un message d'amour immense. Leur redire avec force les sentiments que Jésus a pour ses fidèles, les sentiments qui expriment le cœur de Dieu pour chacun de nous, qui sont l'expression de la tendresse de Dieu, de la miséricorde de Dieu et de la bonté de Dieu. Plusieurs catéchumènes ont reçu le sacrement de confirmation au cours de cette messe pontificale. Mobilisé depuis quelques mois pour quitter son statut de locataire pour celui du propriétaire à travers cette levée de fonds. Nous avons institué une collecte de fonds parce que nous avons un sérieux besoin, c'est celui d'une stabilité réelle. Et pour se stabiliser, il faut avoir un lieu où la communauté puisse se rassembler véritablement. Et c'est dans cet esprit de convivialité que cette célébration s'est achevée, bien sûr, par les agapes fraternelles.
Je vous amène du côté de l'hémicycle de verre d'Ongwa-Ekele et c'est pour constater que les produits cosmétiques affluent de plus en plus sur nos marchés. La représentation nationale a interpellé le ministre de la Santé publique au Cameroun, André Mamafouda, à ce sujet. Cette représentation nationale qui s'inquiète effectivement de cette situation, de ces produits pour la plupart qui ne sont toujours pas de très bonne qualité. Michel Cyril Tchungi. Le marché camerounais est de plus en plus inondé de produits cosmétiques. Toutes les gammes et marques s'y trouvent sans tenir compte de la qualité, toute chose qui inquiète les élus. Quelles mesures le ministère de la Santé publique envisage de prendre en collaboration avec le ministère de la Communication en vue d'empêcher, ou tout au moins de limiter l'utilisation de ces produits? Des inquiétudes qui sont beaucoup plus exprimées sur la dépigmentation volontaire qui se fait à base d'hydroquinone et de corticoïdes, des produits reconnus dangereux. Les corticoïdes sont des produits très proches des hormones naturelles humaines. L'abus de leur utilisation induit des déséquilibres hormonaux qui eux-mêmes engendrent des conséquences variées telles que les brûlures d'estomac, l'amincissement de la peau, la régression des défenses immunitaires et la fragilisation des os, etc. Ces produits qui se retrouvent sur le marché ont plusieurs origines. En ce qui concerne les produits italiens, nous avons des fournisseurs, des représentants, des gens qui importent et que nous prenons chez eux. Des produits français également. Des produits made in Cameroun, nous les prenons dans des sociétés qui produisent. Sans les citer, il y en a au Cameroun, à Douala et à Yaoundé. Il y a d'autres produits qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Nous les prenons généralement au Nigeria, tantôt dans la zone du sud-ouest. Des mesures sont prises par les pouvoirs publics, mais quelques manquements sont observés. Des mesures ci-dessus restent peu performantes. Nous pensons que c'est à cause de la porosité de nos frontières, mais nous pensons aussi que c'est à cause de la faiblesse de notre système de contrôle. C'est la raison pour laquelle nous retrouvons dans nos marchés en vente libre des produits qui sont normalement soumis à hautes restrictions. Mais ce qui est plus dangereux, c'est que ces produits sont très souvent frelatés. La circulation et l'utilisation des produits cosmétiques demandent donc encore un peu plus d'attention afin que le secteur soit régulé. Le secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie au Cameroun, Jean-Baptiste Bokam, vient de procéder à la clôture de 2 stages. Le premier qui concernait donc certains experts. Le deuxième stage portait sur le 11e stage opérationnel des niveaux 2. Au cours de cette clôture, le secrétaire d'État à la Défense, Jean-Baptiste Bokam, n'a eu de cesse de rappeler aux stagiaires de faire bon usage des enseignements reçus. Vanessa Bindi. Approfondir leurs connaissances et les rendre plus performants dans le cadre du maintien de la paix au Cameroun et dans les pays partenaires, notamment la France et le Japon, c'est l'objectif visé par l'École internationale des forces de sécurité d'Hawaï, qui vient de libérer ses équipes projectables d'experts en investigation et les éléments du 11e stage de perfectionnement au commandement opérationnel de niveau 2. Nous devons mettre un accent sur le renforcement des capacités professionnelles, surtout lorsqu'il s'agit des éléments qui se déploient sur les théâtres d'opération internationales, notamment en unité de police constituée. Et les 2 stages-là visaient justement à améliorer les connaissances de nos éléments, notamment dans le cadre de la gestion démocratique des foules et également en matière d'enquête judiciaire. Au cours de cette double cérémonie, Jean-Baptiste Bokam, représentant du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction sur la qualité de la formation, mais ce dernier a tout de même donné quelques recommandations aux stagiaires. À titre de rappel, et comme je l'ai souligné plus haut, la formation que vous avez reçue ici à Hawaï ne pourra trouver toute sa justification que dans l'effectif
mise en pratique. Montrez-vous donc toujours digne de la confiance et des attentes placées en vous. Le directeur général adjoint de l'EIFORCE, Cécile Oyono, a également reçu les encouragements et les félicitations du CED pour son implication personnelle et son engagement au fonctionnement de cette prestigieuse institution. D'autant plus que cette dernière concourt à renforcer les capacités opérationnelles de nos forces de sécurité pour le maintien de la paix et la sécurité en Afrique et dans le monde. La suite de cette grande séquence d'informations, c'est avec l'enseignement supérieur. Je précise à cet effet que les professeurs Maurice Tsuente et Adolphe Minkwase viennent d'être installés respectivement à leur poste de président de conseil d'administration et recteur de l'université de Yaoundé 2. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo. Florent Zanga revient non seulement sur cette ambiance de fête, mais également des recommandations qui ont été données par le ministre de l'enseignement supérieur dans ce compte rendu. Voici le nouveau tandem dirigeant de l'université de Yaoundé 2, le président du conseil d'administration, Maurice Tsuente, et Adolphe Minkwase comme recteur de l'université. Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, m'a donné une feuille de route, on ne peut plus clair. Il m'appartient maintenant de l'exécuter avec fermeté, avec intelligence, avec humanisme, pour mettre tout le monde au travail. Deux sommités de notoriété mondiale, comme reconnu par le ministre des Enseignements supérieurs, le professeur Jacques Famendongo, qui auront la lourde tâche de conduire l'université de Yaoundé 2 vers la recherche effrénée de la croissance et de la perfection. Nous savons que dans 2 mois, il y a une rentrée académique. Il va falloir faire le nécessaire pour que celle-ci se déroule au mieux. Il y a des sauts qualitatifs que nous allons devoir faire. Par exemple, passer aux inscriptions en ligne, passer un certain nombre d'innovations pour commencer et naturellement mettre le campus en état de répondre aux exigences de cette nouvelle vision qui a été déclinée par M. le ministre de l'Enseignement supérieur. Éviter la pusillanimité et les incongruités au niveau de la gestion des ressources humaines, financières et sociales. Une lourde mission que les promus du 27 juin dernier, par décret présidentiel, entendent mener avec le plus grand sérieux et un dévouement avéré pour l'éclosion de l'université de Yaoundé 2. Les routes de la ville de Yaoundé, la capitale du Cameroun, sont presque toutes en chantier. C'est le constat qui a été fait par notre reporter. Un état de choses qui crée un bon nombre de désagréments à l'endroit des populations. Ralentissement des activités, embouteillage finalement interminable. Qu'est-ce qui fait problème? Certains estiment que la société Razel serait tout simplement la cause de cet état de choses au niveau justement de ces route de Yaoundé. Monique Nyangono. Là où la route passe, le développement suit. Mais depuis un certain temps, les automobilistes vivent un calvaire à cause des travaux de la société Razel qui freinent non seulement la circulation, mais aussi beaucoup d'activités dans la ville de Yaoundé. Une situation déplorable pour les populations. Vous voyez que ça freine la circulation et ça empêche même les gens d'aller au travail. Les gens sont obligés d'arriver au travail en retard, tout ça. Qu'ils prennent la peine de savoir qu'ils ont affaire aux humains. Et nous tous, nous sommes dans le gagne-pain. Ils sont déjà positionnés dans leur bureau, dans leur machin, ils ont leur assurance vie, contrairement à nous autres. La majorité des routes à Yaoundé sont en état de délabrement avancé. À cela viennent s'ajouter les désagréments que cause la société Razel. Les automobilistes en ont marre. Il faut que les gens savent qu'un travail doit avoir un délai de livraison. Moi, je pense que dans d'autres pays, quand on veut peut-être faire ce genre de travaux, on le fait une fois. On le fait une fois, on prévoit que, bon, comme on veut mettre le goudron, on commence d'abord à installer certaines choses qui sont en train de faire maintenant. Il faut faire vite. Il ne faut pas travailler une route aujourd'hui. La même société qui travaille, c'est la même société qui vient encore la détruire. Ce n'est pas normal. Essayons de voir ce qu'il faut faire pour que prochainement ça ne nous arrive plus. Néanmoins, pour d'autres, cette situation est pour une bonne cause.
notamment la fin des coupures intempestives d'eau potable dont souffrent bon nombre de Camerounais à l'heure actuelle dans la ville de Yaoundé. Ces derniers souhaitent que Razel accélère son rythme de travail. Cependant, une question demeure dans les esprits des Camerounais. À quoi sert-il de construire pour après casser? Ne fallait-il pas y penser avant? Nous restons dans le même couloir, cette fois-ci pour parler de manière plus précise du quartier Ekounou à Yaoundé, qui vient de connaître un certain nombre de déguerpissements à forte intensité. Des déguerpissements qui ont pour but de créer une voie d'accès. Les populations sur place voient en cette action gouvernementale un abus de pouvoir, mais également d'autorité. Nathan Amourou est descendu sur le terrain pour toucher du doigt son reportage. Cet engin en action est la preuve manifeste du déguerpissement des populations au quartier Ekounou, juste en face de la mairie de Yaoundé 4. Les sinistrés voient en cette action tout simplement de l'injustice et d'abus d'autorité. C'est ma maison qu'on vient de casser. Et j'ai déjà fait 30 ans ici là. Voilà tout pour moi. Mon mari est mort 12 avril 2001. Il m'a laissé avec mes enfants. On a abusé de nos droits parce qu'on ne voit pas là où on met la croix sur la maison. Le 30 et le 5, on casse. Malgré le silence de Madame le maire de Yaoundé 4 et du sous-préfet de cette circonscription, les autorités en charge du projet nous donneront des précisions sur cette action coup de poing menée par le gouvernement. Ce terrain où le data center est construit est un terrain qui appartient à l'État du Cameroun et donc au ministère des Postes et Télécommunications. Et les autorités du ministère des Postes et Télécommunications ainsi que celles du MINAT ont convenu de créer cette entrée qui permet de convoyer les lourds équipements qui vont servir à mettre en place le projet. En tout cas, je ne veux pas parler à la place de Madame le maire. Moi, j'ai suivi le dossier technique. Je sais que ces populations n'étaient ni détenteurs d'un permis de construire, ni détenteurs d'un titre foncier. Déboussolés, déstabilisés, voire désorientés, les victimes reconnaîtront à l'unanimité n'est que détenteurs d'aucun papier officiel qui leur décernait ces terrains aux zones déclarées d'utilité publique. Je n'ai pas le titre foncier. On n'a pas un titre foncier. Cet énième déguerpissement vient remettre au goût du jour la procédure d'obtention du parcelle de terrain en zone urbaine, car les acquéreurs sont constamment victimes d'escroqueries foncières de la part des propriétaires terriens avides de gains. La suite de votre 20h, c'est du côté d'un Kansamba et c'est pour faire un autre constat. Les fils électriques et les câbles traînent tout simplement le long des rues. Une situation qui crée véritablement la frayeur, mais également un climat d'insécurité au sein des populations. Les chefs de bloc de ce côté ont attiré l'attention de la société en charge de l'entretien de ces câbles électriques, une société qui est restée tout simplement indifférente. Pour l'instant, les parents ont pris un certain nombre de mesures pour assurer la sécurité de leur progéniture. Karine Okomo. Les câbles électriques jonchent le long des rues de la ville de Nkonsamba depuis quelques mois. Pas un pas sans rencontrer ces fils qui ont trouvé refuge devant les concessions. Dans les quartiers 8 bis et Loncor, le constat est alarmant. Les poteaux sont en mauvais état et les câbles électriques sont mal entretenus. Une situation qui plonge les habitants de la ville dans la frayeur quant à la sécurité de leurs enfants. Nous vivons en permanence avec une peur bleue pour ces enfants-là. Parce que quand vous êtes même au travail, vous êtes toujours mal à l'aise. Parce que dans votre tête, vous dites toujours que vos enfants ne sont pas en sécurité. Et que dès lors que vous rentrez, vous avez toujours peur qu'on pourrait vous dire quelque chose de négatif. Selon les riverains, des démarches ont été engagées par le chef de bloc pour tenter de solutionner le problème, mais en vain. Face à l'indifférence de la société en charge de l'entretien des poteaux et des câbles de la ville, certains parents ont trouvé d'autres mesures de sécurité. Les enfants, alors, on a protégé, on les ferme dedans en allant au travail. On est obligé de les fermer dans la barrière comme des chiens. Les enfants sont trop alentours là, souvent pour jouer, ce qui fait qu'on est toujours là pour regarder s'ils s'approchent trop près du courant. Les populations de la ville de Nkonsamba ne savent plus à quel sein se vouer, d'autant plus que les concessions ne sont pas alimentées et l'activité économique est en baisse, d'où le cri de détresse. Nous prions pour que les responsables de cette tâche nous sauvent vraiment. Nous sommes là, on joue dans la détresse.
Ça nous effraie. Un appel à l'aide qui mérite une attention particulière car des vies en dépendent. Dans le chapitre des histoires troublantes de votre 20h, nous parlons de ces véhicules volés, mais également 3 autres de provenance douteuse. C'est en tout cas la moisson de ces éléments du côté des DA, éléments de la gendarmerie dans une vaste opération. Qu'est-ce qui se passe du côté des DA? Il s'agirait d'un prévenu incarcéré dans la prison centrale des DA qui serait tout simplement le principal commanditaire de ces vols de véhicules. Notre correspondant Dieudonné Ntep2 a suivi avec grande attention cette affaire et nous livre son compte rendu. Grâce au GPS, les éléments du peloton motorisé de la ville des DA ont retrouvé un véhicule volé. Une opération qui a permis de découvrir 3 autres véhicules de provenance douteuse. Nous avons été alertés par un monsieur qui a été victime d'un coup de vol de sa voiture marque Corolla et qu'à l'aide de son GPS, il a localisé le véhicule au niveau des DA. J'ai envoyé une patrouille pour rechercher le véhicule. Et au quartier Bonamikenge, on a pu retrouver le véhicule garé devant une concession. Oui, ce monsieur nous a dit que ce n'est pas lui qui a garé le véhicule, c'est plutôt son locataire. Il m'a laissé entendre qu'il est mécanicien. Il est marié. Bon, moi, je l'ai jugé de responsable. Mais je le voyais de temps en temps en manipulant des véhicules. Au-delà de la collaboration du voisinage, les contacts forcés et l'absence des dossiers des dits véhicules sont les éléments qui ont permis d'attirer l'attention des enquêteurs. Nous avons interrogé son épouse parce que lui-même n'était pas là. Dans un premier temps, son épouse nous a dit que son mari, qu'il est sorti. Il ne connaissait pas là où se trouvait son mari. C'est quand nous avons conduit cette dame au bureau et qu'elle a été gardée à vue, qu'elle nous a dit que son mari est en prison. Il a reconnu que c'est lui qui a garé ses véhicules. Au banc des accusés, Elias Mbondo, un prévenu incarcéré pour escroquerie depuis 7 mois à la prison principale des DA. Lors de son audition, ce dernier reconnaît 3 des 4 véhicules qu'il dit posséder avant son incarcération. Je vous rappelle que le véhicule en question est un véhicule importé et sans dossier. J'invite tous les usagers qui ont été victimes d'un coup de vol doivent nous saisir. Grâce au mandat d'extraction du suspect demandé par le commandant de peloton motorisé des DA, l'enquête approfondie viendra nous renseigner sur cette affaire de... Je souligne également que 2 adolescents viennent de perdre la vie du côté de Mbanga. C'est la conséquence de cet orage sans précédent qui vient de s'abattre dans cette petite ville de la localité du Mung. La famille est restée sans voix. On ne sait véritablement plus à quel saint se vouer. Arléo Debo Andimbi. Déplore, le quartier 9 Mbanga fait le deuil de Yannick et Maxime, 2 ados frappés par l'orage qui accompagne une pluie torrentielle qui tombe sans cesse. Un manguier sous lequel s'abritaient les 2 petits agriculteurs de retour des champs a été frappé de plein fouet par des vents violents. Voilà 2 innocents fauchés. La famille inconsolable, le voisinage stupéfait devant un drame inévitable. Toute une génération d'ados effondrés par une fin si triste de leurs frères et amis avec qui ils passaient encore des moments de vacances agréables. Ils avaient sûrement de petits projets de leur âge, qui malheureusement sont dans l'eau. À la découverte des 2 Maccabées, la foule patauge sur ce terrain détrempé devant ce modeste domicile devenu objet de toute curiosité en Mbanga. Amis et connaissances venus en signe de compassion devant un malheur inattendu sont sans voix. En Mbanga, la nature est en colère et cette famille fait les frais. L'actualité à l'échelle internationale nous amène du côté du Kenya où le ministre de l'Intérieur vient de perdre la vie. C'est en tout cas la substance de ce communiqué du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu à l'hôpital pour une simple visite médicale de routine. On ne comprend pas par quelle alchimie l'homme d'État a fini par perdre la vie. Pour l'instant, les véritables causes de sa mort n'ont toujours pas été élucidées. Reportage. Le ministre kenyan de l'Intérieur n'est plus. Joseph Kessiri est mort à l'hôpital de Karen à Nairobi où il avait été admis pour contrôle médical.
Le communiqué du gouvernement kenyan qui a annoncé sa mort ce matin n'a pas indiqué la date ou la cause du décès. Âgé de 68 ans, le général était ministre de l'Intérieur et secrétaire à la coordination du gouvernement kenyan depuis le 2 décembre 2014. Député depuis 2002, il avait été nommé à ce poste par le président Uhuru Kenyatta en remplacement de Joseph Ole Lenku à la suite d'une vague d'attaques revendiquées par les djihadistes somaliens Shebab. Chef du cabinet du président et responsable de la fonction publique, il était qualifié d'homme compétent, fer de lance de la lutte contre les Shebab. Joseph Kasseri a encouragé la nomination d'officiers d'ethnie somali dans le nord du Kenya où les attaques sont les plus nombreuses, ainsi que la modernisation des moyens techniques des services de renseignement. Sa carrière de plus haut degré dans l'armée kenyane, où il avait tissé des liens avec les forces occidentales, imposait le respect et la confiance, tandis qu'en politique, il jouissait du soutien de la majorité comme de l'opposition, un atout rare au Kenya. Pour être tout à fait complet, nous parlons de sport et c'est pour dire que les pays de l'Afrique centrale sont en compétition à Yaoundé dans le cadre de la 56e édition de ce tournoi d'athlétisme ayant trait à l'Afrique centrale. C'est une occasion en or pour les athlètes locaux de montrer de quoi ils sont capables. Ces athlètes qui n'ont toujours pas eu la chance de compétir lorsqu'il s'agit justement des situations à l'extérieur du Cameroun. Maxime Tchabak. Les pays de l'Afrique centrale se sont donné rendez-vous au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé ce jour pour le compte de la 56e édition du tournoi d'athlétisme zone Afrique centrale. Les athlètes camerounais, comme d'habitude, ont une fois de plus brillé en marchant sur plusieurs épreuves. Je suis représenté au Cameroun parce que nous sommes en période où il n'est pas encore question pour nous de pouvoir aller très vite. C'est le fruit d'un travail de longue haleine. Et je ne peux que remercier tous ceux qui m'ont encouragé. Je me suis entraînée dur parce que j'étais fatiguée d'occuper la 2e ou la 3e place. J'ai vraiment mis l'objectif d'être la première à cette compétition. Le coureur tchadien Aliou Bachir, bien connu au Cameroun, a encore arraché la médaille d'or du circuit. Il dédie sa victoire aux athlètes camerounais délaissés dans leur propre pays. Il faut que vous essayez de voir comment ces athlètes camerounais se donnent au meilleur d'eux. Et quand on dit les stages, tout ça, il faut qu'on les appelle, même s'ils ne voyagent pas. Ça motive ces athlètes. Mais à tout moment, quand ces athlètes, ils sont là, ils s'entraînent, ils font des compétitions, mais quand il y a des casernements, on dit qu'ils sont des gens de l'extérieur, qu'ils ont voyagé, tout ça. Et ça ne les motive pas. Il faut qu'on les motive. Les athlètes camerounais sont des athlètes qui se donnent à fond, ils se donnent le meilleur d'eux, mais on ne les partage pas. Le tournoi prend fin demain dimanche 9 juillet avec les finales du lancer du disque, du triple saut, du 10 000 mètres, 800 mètres et 200 mètres. Enfin, la remise des médailles aux différents vainqueurs. Toujours en sport, World Grand Prix, le Cameroun perd sa 2e rencontre. C'était il y a pratiquement 45 minutes face au Venezuela, 3-7 contre 0. Les Lions, l'équipe de Jean-René Akono, affronte demain la France. La France pour l'instant qui est leader. Un match qui s'annonce véritablement décisif pour la suite de la compétition des Lions indomptables. Reportage. En 2 sorties, les filles du coach André Félix ont rendu des copies propres. Après une victoire à l'arraché 3-7-2 face au Venezuela, l'équipe française a amélioré son tir contre l'Algérie. Une performance que le technicien français prévoyait déjà d'avance. C'est la première fois qu'on joue à ce niveau-là aussi souvent. On est équipe passionnante, donc je veux qu'elle reste dans le moment présent. Par contre, nous, on a commencé à regarder un peu l'Algérie. Alors regardez, pour l'instant, on a juste eu un énigme. L'équipe de l'Algérie a complètement changé. Le Cameroun, qui a marché sur l'Algérie lors de sa première sortie 3-7-0, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La World Grand Prix Cameroun 2017 ferme ses portes demain avec les rencontres Venezuela-Algérie et Cameroun-France.
C'est pratiquement la fin de ce journal, mais avant toute chose, je vous suggère de prendre rendez-vous à partir de 21h avec Francis Bonga. C'est dans le cadre du programme Panafritude. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 20h. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci. Merci surtout de nous avoir permis de donner une fois de plus le ton de l'information en télévision. Agréable sur des programmes sur Vision 4. Nous faisons le point de la compétition dans cette grande séquence d'informations. Voilà pour l'essentiel. Merci d'avoir choisi le meilleur couloir de l'information. Parlant justement de l'information, je vous amène du côté de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, où Monseigneur Samuel Cléda, le président de cette conférence, a donné un point de presse ce jour à Yaoundé. De manière substantielle, on retiendra que l'Église catholique maintient sa position sur l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, évêque de Bafia. Notre reporter Olivier Ebodé a suivi de bout en bout cette conférence de presse, son compte rendu. Compte tenu des premiers constats, nous, évêques du Cameroun, affirmons que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala ne s'est pas suicidé, il a été assassiné. La même position reste maintenue par l'épiscopat camerounais, malgré le caractère sensible du sujet. Les évêques du Cameroun, au nom desquels je parle, maintiennent leur position, c'est-à-dire ce qu'ils ont donné dans leur déclaration. Cette autre sortie de la conférence épiscopale nationale, laquelle va à l'encontre du communiqué du procureur général près la cour d'appel du centre, Jean-Fils Clében Tamac, rendu public le 4 juillet dernier, est ce qui justifie la forte présence des hommes et femmes de médias au point de presse, tenus en prélude aux travaux de la 11e assemblée plénière des évêques des 6 pays de l'Afrique centrale, dont l'ouverture officielle est prévue pour le lundi 10 juillet prochain. À la question de savoir si les évêques ont réceptionné la dépouille de l'évêque de Bafia, la réponse est laconique. Un corps ne disparaît pas. L'inhumation, quant à elle, reste un mystère, à en juger cette attitude du président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, et non mon président en exercice de la CERAC depuis juillet 2014. Rappelons que les travaux qui s'ouvrent lundi prochain, en présence du légat du Saint-Siège, tableront sur l'œcuménisme et le dialogue interreligieux en Afrique centrale. Cela reste donc une histoire à suivre. La suite de ce 20h, c'est avec la célébration au niveau de l'église catholique, les béatitudes. Cela s'est déroulé ce samedi du côté de Mvoko-Beti. La messe pontificale a été dite par l'évêque de Dobala. On retiendra également que plusieurs chrétiens ont reçu des sacrements de confirmation. Une messe pontificale qui a connu la participation de bon nombre de fidèles, bon nombre de chrétiens, bon nombre d'autorités traditionnelles. Des fonds ont également été récoltés pour la circonstance. Question de construire une nouvelle église. Sandrine Manza. C'est à l'image de Jésus sur la montagne que le peuple de Dieu, rassemblé ici, dans ces communautés du 13e cœur de Jésus, est entré à la rencontre de Jésus par sa parole. Voici celui qui vient au nom du Seigneur. Monseigneur Sosemio Paul Baemi, évêque d'Obala et coordonnateur national du renouveau charismatique catholique du Cameroun, qui est un mouvement de réveil spirituel tourné vers l'expérience personnelle avec Dieu à travers le Saint-Esprit. Le prélat est venu communier avec les siens. Au cours de son homélie, l'homme de Dieu s'est inspiré des textes du jour qui parlent de la tendresse de Dieu. Jésus comme sentiment de paix et de bonheur que Dieu a pour l'homme. Un message d'amour immense. Leur redire avec force les sentiments que Jésus a pour ses fidèles, les sentiments qui expriment le cœur de Dieu pour chacun de nous, qui sont l'expression de la tendresse de Dieu, de la miséricorde de Dieu et de la bonté de Dieu. Plusieurs catéchumènes ont le gouvernement. Ce terrain où le data center est construit est un terrain qui appartient à l'État du Cameroun et donc au ministère des Postes et Télécommunications. Et les autorités
du ministère des Postes et Télécommunications ainsi que celle du MINAT ont convenu de créer cette entrée qui permet de convoyer les lourds équipements qui vont servir à mettre en place le projet. En tout cas, je ne veux pas parler à la place de Madame le maire. Moi, j'ai suivi le dossier technique. Je sais que ces populations n'étaient ni détenteurs d'un permis de construire, ni détenteurs d'un titre foncier. Déboussolés, déstabilisés, voire désorientés, les victimes reconnaîtront à l'unanimité n'est que détenteurs d'aucun papier officiel qui leur décernait ces terrains aux zones déclarées d'utilité publique. Je n'ai pas le titre foncier. On n'a pas un titre foncier. Cet énième déguerpissement vient remettre au goût du jour la procédure d'obtention des parcelles de terrain en zone urbaine, car les acquéreurs sont constamment victimes d'escroqueries foncières de la part des propriétaires terriens avides de gains. La suite de votre 20h, c'est du côté d'un camp Samba et c'est pour faire un autre constat. Les fils électriques et les câbles traînent tout simplement le long des rues. Une situation qui crée véritablement la frayeur, mais également un climat d'insécurité au sein des populations. Les chefs de bloc de ce côté ont attiré l'attention de la société en charge de l'entretien de ces câbles électriques, une société qui est restée tout simplement indifférente. Pour l'instant, les parents ont pris un certain nombre de mesures pour assurer la sécurité de leur progéniture. Karine Okomo. Les câbles électriques jonchent le long des rues de la ville de Nkonsomba depuis quelques mois. Pas un pas sans rencontrer ces fils qui ont trouvé refuge devant les concessions. Dans les quartiers 8 bis et Lonko, le constat est alarmant. Les poteaux sont en mauvais état et les câbles électriques sont mal entretenus. Une situation qui plonge les habitants de la ville dans la frayeur quant à la sécurité de leurs enfants. Nous vivons en permanence avec une peur bleue pour ces enfants-là. Parce que quand vous êtes même au travail, vous êtes toujours mal à l'aise. Parce que dans votre tête, vous dites toujours que vos enfants ne sont pas en sécurité. Et que dès lors que vous rentrez, vous avez toujours peur qu'on pourrait vous dire quelque chose de négatif. Selon les riverains, des démarches ont été engagées par le chef de bloc pour tenter de solutionner le problème, mais en vain. Face à l'indifférence de la société en charge de l'entretien des poteaux et des câbles de la ville, certains parents ont trouvé d'autres mesures de sécurité. Les enfants, alors, on a protégé, on les ferme dedans en allant au travail. On est obligé de les fermer dans la barrière comme des chiens. Les enfants sont trop alentours là, souvent pour ce qui fait qu'on est toujours là pour regarder si ça approche trop près du courant. Les populations de la ville de Nkonsomba ne savent plus à quel sein se vouer, d'autant plus que les concessions ne sont pas alimentées et l'activité économique est en baisse, d'où le cri de détresse. Nous prions pour que les responsables de cette tâche nous sauvent vraiment. Nous sommes là, nuit et jour dans la détresse. Ça nous effraie. Un appel à l'aide qui mérite une attention particulière car des vies en dépendent. Dans le chapitre des histoires troublantes de votre 20h, nous parlons de ce véhicule volé, mais également 3 autres de provenance douteuse. C'est en tout cas la moisson de ces éléments du côté des DA, éléments de la gendarmerie dans une vaste opération. Qu'est-ce qui se passe du côté des DA? Il s'agirait d'un prévenu incarcéré dans la prison centrale des DA qui serait tout simplement le principal commanditaire de ces vols de véhicules. Notre correspondant Dieudonné Ntep 2 a suivi avec... Décliné par M. le ministre l'enseignement supérieur. Éviter la pusillanimité et les incongruités au niveau de la gestion des ressources humaines, financières et sociales. Une lourde mission que les promus du 27 juin dernier, par décret présidentiel, entendent mener avec le plus grand sérieux et un dévouement avéré pour l'éclosion de l'université de Yaoundé 2. Les routes de la ville de Yaoundé, la capitale du Cameroun, sont presque toutes en chantier. C'est le constat qui a été fait par notre reporter. Un état de choses qui crée un bon nombre de désagréments à l'endroit des populations. Ralentissement des activités, embouteillage finalement interminable. Qu'est-ce qui fait problème? Certains estiment que la société Razel serait tout simplement la cause de cet état de choses au niveau justement de ces route de Yaoundé. Monique Nyangono. Là où la route passe, le développement suit. Mais depuis un certain temps, les automobilistes vivent un calvaire à cause des travaux de la société Razel
qui freinent non seulement la circulation, mais aussi beaucoup d'activités dans la ville de Yaoundé. Une situation déplorable pour les populations. Vous voyez que ça freine la circulation et ça empêche même les gens d'aller au travail. Les gens sont obligés d'arriver au travail en retard, tout ça. Qu'ils prennent la peine de savoir qu'ils ont affaire aux humains. Et nous tous, nous sommes dans le gagne-pain. Ils sont déjà positionnés dans leur bureau, dans leur machin, ils ont leur assurance vie, contrairement à nous autres. La majorité des routes à Yaoundé sont en état de délabrement avancé. À cela viennent s'ajouter les désagréments que cause la société Razel. Les automobilistes en ont marre. Il faut que les gens savent qu'un travail doit avoir un délai de livraison. Moi, je pense que dans d'autres pays, quand on veut peut-être faire ce genre de travaux, on le fait une fois. On le fait une fois, on prévoit que bon, comme on veut mettre le goudron, on commence d'abord à installer certaines choses qui sont en train de faire maintenant. Il faut faire vite. Il ne faut pas travailler une route aujourd'hui. La même société qui travaille, c'est la même société qui vient encore la détruire. Ce n'est pas normal. Essayons de voir ce qu'il faut faire pour que prochainement ça ne nous arrive plus. Néanmoins, pour d'autres, cette situation est pour une bonne cause, notamment la fin des coupures intempestives d'eau potable dont souffrent bon nombre de Camerounais à l'heure actuelle dans la ville de Yaoundé. Ces derniers souhaitent que Razel accélère son rythme de travail. Cependant, une question demeure dans les esprits des Camerounais. À quoi sert-il de construire pour après casser? Ne fallait-il pas y penser avant? Nous restons dans le même couloir, cette fois-ci pour parler de manière plus précise du quartier Ekounou à Yaoundé, qui vient de connaître un certain nombre de déguerpissements à forte intensité. Des déguerpissements qui ont pour but de créer une voie d'accès. Les populations sur place voient en cette action gouvernementale un abus de pouvoir, mais également d'autorité. Nathan Amourou est descendu sur le terrain pour toucher du doigt son reportage. Cet engin en action est la preuve manifeste du déguerpissement des populations au quartier Ekounou, juste en face de la mairie de Yaoundé 4. Les sinistrés voient en cette action tout simplement de l'injustice et d'abus d'autorité. C'est ma maison qu'on vient de casser. Et j'ai déjà fait 30 ans ici là. Voilà tout pour moi. Mon mari est mort 12 avril 2001. Il m'a laissé avec mes enfants. On a abusé de nos droits parce qu'on ne voit pas là où on met la croix sur la maison. Le 30 et le 5, on casse. Malgré le silence de Madame le maire de Yaoundé 4 et du sous-préfet de cette circonscription, les autorités en charge du projet nous donneront des précisions sur cette action coup de poing menée par... Sur le sacrement de confirmation au cours de cette messe pontificale. Mobilisé depuis quelques mois pour quitter son statut de locataire pour celui du propriétaire à travers cette levée de fonds. Nous avons institué une collecte de fonds parce que nous avons un sérieux besoin, c'est celui d'une stabilité réelle. Et pour se stabiliser, il faut avoir un lieu où la communauté puisse se rassembler véritablement. Et c'est dans cet esprit de convivialité que cette célébration s'est achevée, bien sûr, par les agapes fraternelles. Je vous amène du côté de l'hémicycle de Verre d'Ongwa et Quele, et c'est pour constater que les produits cosmétiques affluent de plus en plus sur nos marchés. La représentation nationale a interpellé le ministre de la Santé publique au Cameroun, André Mamafouda, à ce sujet. Cette représentation nationale qui s'inquiète effectivement de cette situation, de ces produits pour la plupart qui ne sont toujours pas de très bonne qualité. Michel Tchungi. Le marché camerounais est de plus en plus inondé de produits cosmétiques. Toutes les gammes et marques s'y trouvent sans tenir compte de la qualité, toute chose qui inquiète les élus. Quelles mesures le ministère de la Santé publique envisage de prendre en collaboration avec le ministère de la Communication en vue d'empêcher, ou tout au moins de limiter l'utilisation de ces produits? Des inquiétudes qui sont beaucoup plus exprimées sur la dépigmentation volontaire qui se fait à base d'hydroquinone et de corticoïdes, des produits reconnus dangereux. Les corticoïdes sont des produits très proches des hormones naturelles humaines. L'abus de leur utilisation induit des déséquilibres hormonaux qui eux-mêmes engendrent des conséquences variées telles que les brûlures d'estomac, l'amincissement de la peau,
la régression des défenses immunitaires et la fragilisation des os, etc. Ces produits qui se retrouvent sur le marché ont plusieurs origines. En ce qui concerne les produits italiens, nous avons des fournisseurs, enfin des représentants, des gens qui importent et que nous prenons chez eux. Des produits français également. Bon, des produits made in Cameroun, nous les prenons dans des sociétés qui produisent. Sans les citer, il y en a au Cameroun, enfin, à Douala et à Yaoundé. Il y a d'autres produits qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, nous les prenons généralement au Nigeria, tantôt dans la zone du sud-ouest. Des mesures sont prises par les pouvoirs publics, mais quelques manquements sont observés. Des mesures ci-dessus restent peu performantes. Nous pensons que c'est à cause de la porosité de nos frontières, mais nous pensons aussi que c'est à cause de la faiblesse de notre système de contrôle. C'est la raison pour laquelle nous retrouvons dans nos marchés en vente libre des produits qui sont normalement soumis à hautes restrictions. Mais ce qui est plus dangereux, c'est que ces produits sont très souvent frelatés. La circulation et l'utilisation des produits cosmétiques demandent donc encore un peu plus d'attention afin que le secteur soit régulé. Le secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie au Cameroun, Jean-Baptiste Bokam, vient de procéder à la clôture de 2 stages. Le premier qui concernait donc certains experts. Le deuxième stage portait sur le 11e stage opérationnel des niveaux 2. Au cours de cette clôture, le secrétaire d'État à la Défense, Jean-Baptiste Bokam, n'a eu de cesse de rappeler aux stagiaires de faire bon usage des enseignements reçus. Vanessa Bindi. Approfondir leurs connaissances et les rendre plus performants dans le cadre du maintien de la paix au Cameroun et dans les pays partenaires, notamment la France et le Japon. C'est l'objectif visé par l'École internationale des forces de sécurité d'Hawaï, qui vient de libérer ses équipes projectables d'experts en investigation et les éléments du 11e stage de perfectionnement au commandement opérationnel de niveau 2. Nous devons mettre un accent sur le renforcement des capacités professionnelles, surtout lorsqu'il s'agit des éléments qui se déploient sur les théâtres d'opération internationales, notamment en unité de police constituée. Et les 2 stages-là visaient justement à améliorer les connaissances de nos éléments, notamment dans le cadre de la gestion démocratique des foules et également en matière d'enquête judiciaire. Au cours de cette double cérémonie, Jean-Baptiste Bokam, représentant du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction sur la qualité de la formation, mais ce dernier a tout de même donné quelques recommandations aux stagiaires. À titre de rappel, et comme je l'ai souligné plus haut, la formation que vous avez reçue ici à Hawaï ne pourra trouver toute sa justification que dans l'effectivité de sa mise en pratique. Montrez-vous donc toujours digne de la confiance et des attentes placées en vous. Le directeur général adjoint de l'EI-Force, Cécile Oyono, a également reçu les encouragements et les félicitations du CED pour son implication personnelle et son engagement au fonctionnement de cette prestigieuse institution. D'autant plus que cette dernière concourt à renforcer les capacités opérationnelles de nos forces de sécurité pour le maintien de la paix et la sécurité en Afrique et dans le monde. La suite de cette grande séquence d'informations, c'est avec l'enseignement supérieur. Je précise à cet effet que les professeurs Maurice Tsuente et Adolphe Minkwase viennent d'être installés respectivement à leur poste de président de conseil d'administration et recteur de l'université de Yaoundé 2. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo. Florent Zanga revient non seulement sur cette ambiance de fête, mais également des recommandations qui ont été données par le ministre de l'enseignement supérieur dans ce compte rendu. Voici le nouveau tandem dirigeant de l'université de Yaoundé 2. Le président du conseil d'administration, Maurice Tsuente, et Adolphe Minkwase,
comme recteur de l'université. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, m'a donné une feuille de route, on ne peut plus clair. Il m'appartient maintenant de l'exécuter avec fermeté, avec intelligence, avec humanisme, pour mettre tout le monde au travail. Deux sommités de notoriété mondiale, comme reconnu par le ministre des Enseignements supérieurs, le professeur Jacques Famendongo, qui auront la lourde tâche de conduire l'université de Yaoundé 2 vers la recherche effrénée de la croissance et de la perfection. Nous savons que dans 2 mois, il y a une rentrée académique. Il va falloir faire le nécessaire pour que celle-ci se déroule au mieux. Il y a des sauts qualitatifs que nous allons devoir faire. Par exemple, passer aux inscriptions en ligne, passer à un certain nombre d'innovations pour commencer et naturellement mettre le campus en état de répondre aux exigences de cette nouvelle vision qui a été